La chose la plus dangereuse qu'un homme puisse faire est de laisser une femme le sous-estimer. Je l'ai fait exprès. Je m'appelle Raphaël Huissier, le vendredi 3 avril 2023, elle a commis cette erreur. J'étais à la table de la cuisine, dans notre appartement du 16e arrondissement de Paris, en train de boire mon premier café, toujours dans la chemise de la veille, sans rien lire de particulier. Une matinée normale, une matinée calme. Mathilde était déjà habillée, une véritable armure, blazer ajusté, escarpin, cette nuance particulière de rouge à lèvres qu'elle portait les jours de conseil d'administration. Elle a posé une enveloppe Kraft sur la table, juste à côté de mon mug, sans ralentir son pas. Mes avocats ont préparé quelque chose, a-t-elle lâché en faisant défiler son écran. J'aurais dû le faire dès le début. J'ai travaillé trop dur pour laisser quoi que ce soit au hasard. J'ai regardé l'enveloppe, le papier en tête de son cabinet sur l'étiquette, un peu trop net, un peu trop préparé. Je n'étais pas surpris par le document en soi. J'étais surpris qu'elle ait enfin franchi le pas. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi, une partie calme et vigilante, le savait déjà. Un contrat de mariage, a-t-elle dit, sur le même ton que si elle annonçait que le pressing était prêt, plat, logistique. Je sais que le timing n'est pas idéal, mais cela fait 2 ans que nous sommes mariés, Raphaël. C'est précisément pour cela que nous avons besoin de clarté pour la suite. Elle a enfin quitté son téléphone des yeux et m'a souri. Ce sourire particulier qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Prends ton temps pour le lire. Mes avocats sont à ta disposition si tu as des questions. Elle a attrapé son sac, a marché jusqu'à la porte et ne m'a pas embrassé. Elle ne l'avait pas fait depuis 7 mois. J'avais compté. La porte a claqué. Je suis resté là. L'enveloppe est restée là avec moi. Je l'ai prise, reposée, puis reprise. 11 pages. Sa signature était déjà en page 9. La carte de visite de son avocat était agrafée sur le dessus, comme s'il s'agissait d'une simple transaction immobilière et que je n'avais qu'à signer pour passer à autre chose. J'ai lu chaque mot, et quelque part vers la 6e page, là où mes actifs étaient décrits comme « invérifiés et présumés minimaux », quelque chose a basculé en moi. Pas de la colère, mais de la lucidité. Bienvenue dans les récits de vengeance à froid. Installez-vous confortablement, car cette histoire va vous emmener loin. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous me regardez, cliquez sur le bouton « J'aime » et assurez-vous d'être abonné. Croyez-moi, vous allez adorer être ici. Mais cette histoire ne commence pas le vendredi 3 avril 2023. Elle commence 3 ans plus tôt, un mercredi soir fin février 2020, quand Mathilde Voss est entrée dans ma vie, vêtue d'une robe noire et arborant un sourire qui comportait probablement une section « Conditions générales d'utilisation » que je n'avais pas encore lue. Une soirée d'anciens élèves à Sciences Po, Paris. Le genre d'événement où tout le monde fait du réseautage ou prétend qu'il n'en fait pas. Je me tenais près du buffet, une eau gazeuse à la main, me demandant pourquoi j'avais laissé mon ami de fac, David, me convaincre de venir. « Tu ne sors plus depuis que tu as revendu ta boîte », m'avait dit David 2 jours plus tôt. « Tu deviens l'un de ces types-là. » Quel type? Le genre qui donne des prénoms à ses plantes d'intérieur. Je n'ai pas de plantes, David. Exactement. C'est encore pire. Alors j'y suis allé, blazer bleu marine, sans cravate. Je prévoyais 45 minutes, 3 poignées de main, puis retour dans mon appartement du 16e pour regarder un truc sans intérêt à la télé. Elle m'a trouvé. Je le sais maintenant. Mais ce mercredi soir de février 2020, j'ai juste cru que j'avais de la chance. « Tu ne travailles pas à la salle ?» a-t-elle dit, apparaissant à mes côtés comme si elle avait toujours été là. J'ai regardé autour de moi. « Toi non plus. » Elle a ri. Un vrai rire. Pas le genre formaté qu'on entend dans ce milieu. Touché. Mathilde Voss. Et toi, que fais-tu, Raphaël Huissier? C'était parti. On me posait cette question 40 fois par soirée. J'avais appris à rester simple, ennuyeux, à abréger la conversation. Consultant, ai-je répondu. À la retraite, surtout. Je fais quelques placements. Elle n'est pas partie. La plupart des gens s'en allaient après le mot « placement ». Pas elle. Nous avons discuté pendant 2 heures ce soir-là. Elle m'a dit qu'elle était PDG d'une boîte de logistique de taille moyenne appelée Voscor. En pleine croissance, soutenue par des investisseurs, la totale.
Elle était vive, drôle avec ce côté pince sans rire auquel je ne peux pas résister. Et elle me regardait comme si j'étais une énigme qu'elle n'avait pas encore résolue. J'aurais dû reconnaître ce regard. Je l'ai utilisé moi-même. Voici ce que Mathilde pensait savoir de Raphaël Huissier ce soir-là de février, consultant à l'aise, bel appartement, chaussures sobres, nature discrète. Voici la vérité, 3 ans avant de la rencontrer, j'avais discrètement vendu une société de logiciels de chaîne logistique, que j'avais bâtie en 9 ans, à une société d'investissement de Chicago pour un montant que mon comptable a encore peur de prononcer à haute voix. Pas de communiqué de presse, pas d'annonce sur LinkedIn, pas de dîner de célébration. J'ai signé les papiers, je suis rentré chez moi, j'ai commandé une pizza et j'ai regardé un documentaire sur les manchots. C'était tout. L'argent qui fait du bruit attire les problèmes. J'avais vu assez d'hommes s'effondrer en poursuivant la reconnaissance pour comprendre que le type le plus discret dans la pièce est généralement le plus dangereux. Mathilde pensait sortir avec un consultant discret et aisé. Elle sortait avec un homme qui détenait des parts dans 11 entreprises, possédait des biens immobiliers sur 4 continents via des holdings dont elle n'avait jamais entendu parler, et qui n'avait révélé à personne son patrimoine réel depuis des années. Mais je m'avance. Nous sommes sortis ensemble pendant 14 mois. Elle m'emmenait à ces galas, me présentait comme son brillant partenaire, si discret, comme si j'étais une sorte d'accessoire artisanal. Je jouais bien le rôle, pantalon bien coupé, montre modeste, rien de clinquant. Mon pote David m'a pris à part lors d'un de ces galas, 6 semaines avant le mariage. Cravate desserrée, 3e verre à la main, il avait ce regard. Elle te présente comme un accessoire. Tu le sais, ça? Elle est fière de moi, David. Il a posé son verre. Elle présente les résultats du 3e trimestre de son entreprise avec plus de chaleur qu'elle ne te présente toi. J'ai ri pour éluder. Samedi 22 mai 2021. Nous nous sommes mariés. Petite cérémonie. Son idée. Intime, disait-elle. Efficace, pensais-je, sans le dire. 22 personnes. Le brouillard flottait sur la scène, comme ces matins parisiens qui ne savent pas s'ils sont magnifiques ou juste froids. Ces investisseurs ont envoyé des fleurs, des coûteuses. Je me souviens m'être dit, pourquoi des investisseurs enverraient-ils des fleurs de mariage? J'ai classé cette pensée. Je classe tout. La première année de mariage fut bonne. Je le dis sincèrement. Puis vint le 18e mois. Dimanche 9 novembre 2022. Elle était encore au bureau. J'étais chez moi à examiner des documents d'investissement sur la table de la cuisine. Nous partagions un disque dur familial, documents fiscaux, assurances, titres de propriété, le classique. Je ne fouillais pas. Je veux que ce soit clair. Je cherchais le renouvellement de notre assurance habitation et je me suis trompé de sous-dossier, dans un dossier intitulé « Archives ». Et là, c'était là, un document intitulé « Stratégie de sortière ». Ma première pensée a été que la police de caractère était bien trop élégante pour quelque chose qui allait ruiner mon dimanche. Je l'ai ouvert. Je l'ai lu 2 fois. Puis je suis resté immobile pendant environ 4 minutes, ce qui, pour ceux qui me connaissent, est 4 minutes de plus que pour n'importe quoi d'autre. 12 pages, minutieuses, cliniques, notre mariage décrit comme une structure de gestion d'actifs. Mon profil financier, ou ce qu'elle pensait être mon profil financièrement adjacent mais juridiquement séparé. Un calendrier divisé en années. Année 2, consolider les comptes joints. Année 3, accroître sa base d'actifs publics. Année 5, initier la dissolution. Et à la page 7, un nom, Brett Callaway, associé chez Voscor. Cheveux lissés, poignée de main ferme. Il m'avait serré la main lors de 3 dîners d'entreprise. Il m'appelait toujours « mon vieux ». Mon vieux. J'ai fermé l'ordinateur, je suis allé à la cuisine, j'ai fait des pâtes fraîches parce que certaines situations exigent la concentration que seule procure la pâte qu'on pétrit. J'ai ouvert une bouteille de rouge. J'ai mis 2 couverts. Et là, dans le silence de cette cuisine, j'ai compris quelque chose qui était presque pire que la trahison elle-même. Elle ne m'avait pas choisi malgré mon invisibilité. Elle m'avait choisi à cause d'elle. Réfléchissez. Aucune présence sur les réseaux sociaux, pas de portrait dans Forbes, pas d'ego exigeant une maintenance publique.
Un homme qui avait vendu une entreprise pour un montant que personne en dehors de son comptable ne connaissait et qui avait fêté ça avec une pizza et un documentaire sur les manchots. J'étais, selon ses calculs minutieux, la cachette financière parfaite. Ses investisseurs posaient des questions sur son mode de vie, ses dépenses, son jugement. Un mari stable, modeste et discret neutralise ce bruit. Cela donne l'air posé à une femme ambitieuse. Je n'étais pas un partenaire. Je n'étais même pas vraiment un mari. J'étais une stratégie avec une alliance. Et le plus dangereux, c'est qu'elle avait raison sur tout ce qu'elle pensait savoir de moi. J'étais invisible. J'étais calme. J'étais exactement ce qu'elle avait étudié. Elle n'a juste jamais pensé à étudier ce que font les hommes calmes quand ils ont été sous-estimés. Elle est rentrée à 20h47 ce soir-là. Ça sent bon, a-t-elle dit en lâchant son sac. Cassio et Pépé, ai-je répondu. Assieds-toi. Elle s'est assise. Nous avons mangé, elle m'a parlé de sa journée. Je lui ai parlé de la mienne, la version éditée. Nous avons bu du vin. J'ai fait la vaisselle. Nous sommes allés nous coucher. Et pendant qu'elle dormait, j'ai fixé le plafond et j'ai pris une décision qui prendrait près de 2 ans à exécuter. Pas de confrontation, pas d'explosion, pas de scène. Car voici le secret des arnaques au long cours, la seule façon de les battre est d'en mener une plus longue encore. Ce qui me ramène au vendredi 3 avril 2023. L'enveloppe, les 11 pages, mes actifs, invérifiés et présumés minimaux. Minimaux. J'ai failli éclater de rire à ce mot. J'ai fini mon café, posé le mug, pris mon téléphone et appelé le seul homme que j'aurais dû appeler il y a 5 mois. William, Bull, Tanné, mon avocat, vieil ami, plus fin qu'il n'en a l'air, ce qui n'est pas peu dire, car il ressemble à un homme qui s'embrouille avec les arbitres lors des matchs de foot de ses enfants. Il m'accompagnait depuis ma première boîte. Il a décroché à la 2e sonnerie. Bull, ai-je dit, il faut que tu viennes à Paris. Quand? Dès que tu peux. C'est si grave? J'ai regardé par la fenêtre vers la Seine. Beau vendredi matin. Le brouillard commençait tout juste à se lever. Non, ai-je dit, ça va devenir très intéressant. Que as-tu trouvé? Disons que quelqu'un joue aux échecs avec l'homme qui a inventé l'échiquier. Je prends mon billet ce soir. J'ai raccroché, versé mon 2e café, et j'ai regardé Paris un vendredi matin d'avril. Gris, magnifique, complètement indifférent aux problèmes de chacun. Elle pensait avoir épousé un homme modeste avec une vie confortable. Elle avait épousé l'homme le plus patient qu'elle ait jamais rencontré. Et la patience, j'ai appris ça, c'est juste une vengeance qui ne s'est pas encore présentée. Si vous m'écoutez depuis un moment, rendez-nous un service rapide. Abonnez-vous. Beaucoup de gens regardent sans le faire, mais ça ne vous coûte rien et ça signifie tout pour nous. Cliquez sur le bouton « J'aime » en passant et donnez votre avis en commentaire. Laissez-moi vous dire quelque chose sur la patience. La plupart des gens pensent que c'est passif, calme, voire faible. Ils ont tort. La patience est l'arme la plus agressive qu'un homme puisse utiliser. C'est se réveiller chaque matin en sachant exactement ce qui arrive et choisir d'attendre quand même. Choisir de sourire, choisir de verser le vin, de demander comment s'est passée sa journée et de s'asseoir en face d'une femme qui a votre stratégie de sortie enregistrée dans un dossier, archive. Et ne pas scier, pas une seule fois. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la guerre. Bull Tanné a atterri à CDG le samedi matin après qu'elle a déposé cette enveloppe. Il avait l'air d'avoir dormi dans l'avion, parce que c'était le cas. Il est entré dans mon bureau du quartier de la Défense, muni d'un bloc-notes, d'un café dégueulasse de station-service et de l'expression d'un homme qui sait déjà que cela va être passionnant. Petit bureau, 2 chaises, fenêtre donnant sur le mauvais côté, payé en liquide via une société de gestion dont Mathilde n'avait jamais entendu parler. Elle pensait que mon bureau était notre table de cuisine. C'était là tout le but. Bull s'est assis, a pris une longue gorgée de son horrible café et m'a regardé. « Parle », a-t-il dit. Alors je l'ai fait. Tout. La soirée de février 2020. Les 14 mois de relation. Le mariage en mai 2022. Quand j'ai trouvé le fichier. Le nom de Brett Callaway en page 7. Le calendrier sur 5 ans. Le contrat de mariage tombant sur ma table comme une grenade avec un en-tête d'avocat.
Bull n'a pas interrompu. C'est rare pour Bull. Cet homme interrompt les juges. Quand j'ai fini, il a posé son café, s'est adossé et a fixé le plafond un long moment. Elle l'a documenté, a-t-il dit doucement. 12 pages, ai-je dit. Il m'a regardé droit dans les yeux. C'est soit incroyablement arrogant, soit incroyablement stupide. Les deux, ai-je répondu, ce qui est exactement ce que nous allons utiliser. Il a pris son bloc-notes. Que veux-tu? J'ai fait glisser une seule feuille de papier sur le bureau. Il l'a lu. Ses sourcils ont grimpé lentement, comme ils le font quand Bull Tanner, qui a vraiment tout vu, voit quelque chose de nouveau. Tu es assis là-dessus depuis novembre, a-t-il dit. 5 mois, Bull. J'ai eu le temps de réfléchir. Ça va prendre du temps à exécuter. Elle m'a donné le calendrier elle-même. Année 5. On a de la marge. Il a regardé le papier une fois de plus. Puis il a fait quelque chose que je ne l'avais pas vu faire en 15 ans de collaboration. Il a souri. Ok, a-t-il dit. Construisons quelque chose. Nous nous sommes mis au travail le lundi suivant. D'abord, une nouvelle entité de détention. Bull l'a enregistrée au Delaware pendant le week-end. On l'a appelé Harland Ridge LLC. Propre, ennuyeux, le genre de nom qui fait bâiller les comptables et les avocats arrêtés de lire. Les noms ennuyeux cachent des choses intéressantes. J'ai appris ça avec ma première boîte. Le premier mouvement via Harland Ridge était le plus important. Une part de 12% dans vos scores. Son entreprise, son bébé, la chose dont elle parlait au dîner, au gala, au petit déjeuner quand elle était à peine réveillée. La pièce maîtresse de tout son plan sur 5 ans, l'actif qu'elle était le plus déterminée à protéger de moi. J'y ai investi silencieusement via Harland Ridge, par une société de portefeuille secondaire connectée à Harland Ridge. La façon dont une ombre est connectée à un homme, visible seulement si vous savez exactement d'où vient la lumière. Elle n'a jamais cherché la lumière. Bull a réparti l'achat en 3 tranches, pour qu'aucune transaction ne déclenche de signalement. Propre, invisible, ennuyeux sur papier. Environ 8 semaines après qu'elle a posé ce contrat sur ma table, je possédais une part silencieuse de l'entreprise qu'elle prévoyait de protéger de moi. Elle m'a préparé le dîner ce soir-là et m'a appelé, sa personne préférée. Je lui ai dit qu'elle était pleine de surprises. Elle n'avait aucune idée à quel point j'étais sincère. Voici ce que les gens ne comprennent pas quand je raconte cette histoire, ils s'attendent à ce que je dise que j'ai décroché, que je suis devenu froid, que j'ai cessé de m'en soucier. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait le dîner, je me suis souvenu des anniversaires, j'ai marché avec elle dans les parcs le dimanche matin comme nous l'avions toujours fait, j'ai posé des questions sur ses conseils d'administration avec un intérêt qui semblait authentique. Parce que le moment où j'ai changé, le moment où elle aurait senti le moindre changement de température, tout s'effondrait. Et Mathilde pouvait lire une pièce comme la plupart des gens lisent un livre, sans effort, instantanément. Alors, je ne lui ai rien donné à lire. J'ai souri, j'étais présent, j'ai versé le vin, et chaque samedi matin, je conduisais jusqu'au quartier des affaires pour démanteler tranquillement tout ce qu'elle pensait avoir construit autour de moi. Personne n'a dit que la vengeance devait ressembler à de la vengeance. Parfois, elle ressemble exactement à un mariage heureux. Mais je veux être honnête sur quelque chose, car cette histoire ne parle pas seulement de stratégie. Il y a eu des nuits, et je ne vous dirai pas combien, où je restais seul à cette table de cuisine après qu'elle était allée se coucher, et je ressentais quelque chose pour lequel je n'avais pas de mots simples. Pas de la colère, pas même de la tristesse. Quelque chose qui ressemblait plus à du deuil. Le genre silencieux qui ne s'annonce pas. J'avais sincèrement aimé cette femme. Ou alors, j'avais aimé celle que je pensais qu'elle était, ce qui pourrait revenir au même. Ce qui pourrait être pire. Il y a eu une nuit en particulier. La pluie de décembre frappant les fenêtres du 16e. Elle dormait. J'étais assis dans la cuisine sombre avec un verre de whisky. Je ne buvais pas, je ne regardais rien. Et tout m'est tombé dessus d'un coup. Le poids total de la chose. Pas la trahison, pas le plan, juste le fait simple et stupide que j'étais entré dans cette soirée en février 2020 et que j'avais pensé avoir de la chance. J'avais voulu que ce soit réel, même après avoir trouvé le dossier. Une partie de moi, têtue et idiote, avait voulu que ce soit réel. Je suis resté avec ça pendant 10 minutes. Puis j'ai vidé le whisky, rincé le verre,
je suis retourné me coucher, et le lendemain matin, je suis allé à la Défense et j'ai continué à construire, parce que vouloir que les choses soient différentes et laisser les choses vous détruire sont deux choix très différents. J'ai fait le mien. À l'été, je suis passé à la logistique. Elle parlait constamment de ses fournisseurs au dîner. Le contrat de Fresno nous saigne. Le transporteur de Chicago n'atteint pas les objectifs du dernier kilomètre. Et ainsi de suite. J'hochais la tête, je compatissais, je remplissais son verre. Je prenais aussi des notes. Deux des plus gros fournisseurs de transport de Voscor avaient des marges faibles et cherchaient discrètement des partenaires financiers. Un à Marseille, un à Lille. J'ai pris des parts dans les deux. Pas de part de contrôle, rien de bruyant, juste assez de présence à la table quand les renouvellements de contrats arrivaient. Juste assez pour que, quand l'équipe de Mathilde s'asseyait pour renégocier, les gens en face d'eux soient à plusieurs niveaux invisibles de distance, connectés à son mari. Elle négociait contre des gens qui me rendaient des comptes. Je ne vais pas prétendre que ça ne m'a pas fait un peu de bien. Je ne suis qu'un humain. À l'automne, Bull a appelé un jeudi matin. Pas de salutation. Brett Callaway, a-t-il dit. J'ai posé mon café. Parle-moi. Il gère un fonds d'investissement personnel à côté. Petit. Il cherche discrètement quelqu'un pour en créer une deuxième levée de fonds. Discrètement. Mon mot préféré dans la langue française. Combien, ai-je demandé. 2 millions pour l'ancrage. Il accepterait moins de la part du bon partenaire. Deviens le bon partenaire, ai-je dit. À distance, Bull. 3 couches minimum. Il ne doit pas savoir que c'est moi. Raphaël, il m'a appelé mon vieux. En face. 3 fois. J'ai marqué une pause. Je veux 4 couches. Bull a vraiment ri. La première fois depuis des mois. 4 couches, il a dit. C'est noté. Au début de l'hiver, j'étais un commanditaire silencieux dans le fonds d'investissement personnel de Brett Callaway. L'homme dont le nom était en page 7 de la stratégie de sortie de ma femme, l'homme qui m'avait serré la main lors de 3 dîners d'entreprise et m'avait appelé « mon vieux », était maintenant, sans le savoir, en affaire avec moi. Prenez une seconde pour réaliser. En janvier 2024, voici à quoi ressemblait le plateau de jeu. Harland Ridge, détenant 12% des plus gros contrats de Voscor, les deux utilisant mon capital. Le fonds de Brett Callaway, ancré à 4 couches de profondeur par Raphaël Huissier. Et Mathilde. Mathilde passait son meilleur trimestre. Voscor grandissait. Son conseil d'administration était heureux. Ses investisseurs étaient patients. Elle n'avait aucune idée que la fondation de tout ce qu'elle avait construit avait un propriétaire différent. Elle se tenait sur mes planchers et appelait ça « sa maison ». Vendredi 3 avril 2024. Exactement un an jour pour jour après qu'elle a déposé cette enveloppe sur ma table de cuisine. Tout est en position, a dit Bull quand il a appelé à 9h. Tu veux que je commence le contre-document? Pas un contre, ai-je dit. Une révélation. À quel point? Je veux que ses avocats s'assoient quand ils l'ouvriront. Je veux que l'associé principal se lève et ferme la porte de son bureau. Donne-moi 3 semaines. Tu en as 2. 2 semaines plus tard, Bull est entré dans mon bureau avec 47 pages. Il les a posées sur le bureau comme s'il manipulait quelque chose qui pouvait exploser. J'ai lu chaque page lentement, soigneusement. C'est tout? Tout, a dit Bull. 11 investissements technologiques, 3 valorisations licornes, de l'immobilier sur 4 continents. Le réseau logistique, les 2 fournisseurs, les 12% de parts de Harland Ridge dans Voscor et le fonds Callaway. Les 4 couches sont traçables jusqu'à toi. J'ai regardé le document. 47 pages. Son contrat en faisait 11. Elle avait apporté un couteau. Je suis revenu avec toute une cuisine. Envoie-le, ai-je dit. La réponse est arrivée quelques jours plus tard, pas de Mathilde, mais de son avocat principal, Gary Ostroff, associé senior, 23 ans en droit de la famille, un homme qui, selon sa réputation, avait absolument tout vu. Bull m'a dit que l'appel avait duré 6 minutes, qu'Ostroff parlait comme les gens parlent quand chaque mot est un pas sur de la glace. Monsieur Tanet, a-t-il dit avec précaution, les avoirs de votre client sont considérablement plus importants que ce qui avait été compris précédemment. Oui, a dit Bull.
Ils le sont. Huissier souhaite revoir les termes du contrat de mariage. Bulle a regardé à travers le bureau. J'ai secoué la tête. Les termes sont les siens, a dit Bulle. Monsieur Huissier ne changerait pas un mot. Long silence. Je vois, a finalement dit Ostrophe. Je reviendrai vers vous. Bulle a raccroché, m'a regardé. Comment te sens-tu, a-t-il demandé. J'ai pensé à un dimanche soir de novembre 2022. Une police de caractère propre sur un document qui n'aurait jamais dû être sous mes yeux. Un plafond que j'avais fixé pendant que la femme à côté de moi dormait et rêvait de l'année 5. Je me suis levé, j'ai mis ma veste. J'ai faim, ai-je dit. Allons rue Clément. Il y a un moment dans chaque jeu au long cours où le plateau bascule. Pas de façon spectaculaire, pas avec une explosion ou un discours ou quelqu'un qui renverse une table. Juste une inclinaison silencieuse et irréversible, comme un navire qui a déjà décidé de couler mais qui ne l'a pas encore dit aux passagers. Ce moment est arrivé quelques jours après l'appel d'Ostrophe. Je n'étais pas là quand il a appelé Mathilde, mais Bulle a un ami dans le cabinet d'Ostrophe. Et cet ami a dit que l'associé principal a fermé la porte de son bureau, s'est assis et n'est pas ressorti pendant 40 minutes. 40 minutes. J'ai été dans assez de négociations pour savoir ce que signifie 40 minutes derrière une porte fermée. Ça veut dire que les maths ne tombent pas juste comme vous pensiez. Ça veut dire que quelqu'un a fait un mauvais calcul très coûteux. Ça veut dire que la partie est finie. Mathilde est rentrée tôt ce mercredi après-midi. C'était le premier signe. Mathilde ne rentrait jamais tôt. Elle traitait le bureau comme une deuxième adresse et notre domicile comme un hôtel pour lequel elle avait des sentiments. Mais elle était là, au milieu de l'après-midi, assise à la table de la cuisine dans notre maison du 16e quand je suis entré. Pas de blazer, pas d'ordinateur ouvert, pas de téléphone à la main, juste assise. J'ai su immédiatement, mais je n'ai rien laissé paraître sur mon visage. Et, ai-je dit en posant mes clés sur le comptoir. Tu es rentré tôt. Elle m'a regardé un long moment. Vraiment regardé. Comme elle le faisait au début, comme si j'étais une énigme qu'elle n'avait pas encore résolue. Gary m'a appelé, a-t-elle dit. Ton avocat? Oui. J'ai ouvert le réfrigérateur, sorti une bouteille d'eau, pris mon temps. Tout va bien, ai-je dit. Raphaël, Mathilde. Elle a expiré lentement. La façon dont les gens expirent quand ils portent quelque chose de lourd depuis des heures et que le corps finit par lâcher. Arlandridge, a-t-elle dit. Je me suis retourné, appuyé contre le comptoir, je l'ai regardé. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Tu sais ce qu'il y a avec ça. Silence. La cuisine était très calme. Dehors, Paris faisait son truc. La circulation, un chien qui aboie, le bruit lointain de la ville. Tout le monde ordinaire avançant comme si rien n'était arrivé. Depuis combien de temps, a-t-elle demandé. Sa voix était stable. Je lui accorde ça. Même là, Mathilde ne craquait pas facilement. Depuis combien de temps? Quoi? J'ai croisé les bras. J'ai regardé la femme avec qui j'avais partagé un lit pendant 3 ans. La femme qui documentait notre mariage comme une acquisition commerciale et l'avait classé sous « archives ». Depuis novembre 2022, ai-je dit. Elle a fermé les yeux, juste une seconde. Juste assez longtemps pour que je voie le calcul se faire derrière. Le fichier, a-t-elle dit doucement. Le fichier, ai-je dit. Silence. Plus long cette fois. Tu n'as jamais rien dit, a-t-elle dit. Toi non plus. Elle s'est levée lentement, a marché vers la fenêtre, et resté là, le dos tourné, regardant la rue en bas. Je l'ai laissé rester là. Je n'étais pas pressé. Je n'étais pas pressé depuis 17 mois. Combien, a-t-elle finalement dit sans se retourner. Combien? Quoi? Combien as-tu, Raphaël? Ce n'était pas vraiment une question. C'était le son d'une femme faisant un calcul et n'aimant pas la réponse. Plus que ce que tes avocats pensaient, ai-je dit. Elle s'est retournée et j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. Pas de fureur, pas de calcul, mais quelque chose mis à nu. Brut. Pendant un instant, elle ressemblait à une personne, pas à une stratégie. Que veux-tu, Raphaël, a-t-elle dit, plus doucement maintenant. Que veux-tu vraiment?
Je l'ai regardé un long moment. J'ai pensé à la vraie réponse, pas la juridique. Que voulais-je? J'avais voulu un vrai mariage. J'avais voulu la femme que j'avais rencontrée à cette soirée en février 2020. Celle qui riait avant que j'aie fini la blague. Celle qui était présente. Celle qui posait de vraies questions. Mais cette femme avait été une performance. Et on ne peut pas vouloir récupérer quelque chose qui n'a jamais existé. Rien que tu n'aies déjà proposé, ai-je dit. Le contrat reste en vigueur, tes conditions, chaque mot. Elle m'a fixé, attendant le piège. Tu as 12% de mon entreprise. C'est vrai. Et les fournisseurs, aussi moi, Brett. 4 couches, ai-je dit. Mais oui. Elle a secoué la tête lentement, pas de colère, mais quelque chose qui ressemblait presque à de l'incrédulité. Tu as construit tout ça, a-t-elle dit. En vivant ici, en dînant avec moi, en marchant dans Paris le dimanche matin comme si tout allait bien. Tu planifiais l'année 5, ai-je dit. Je planifiais le reste du plateau. Elle est restée silencieuse longtemps, assez longtemps pour que le brouillard de fin d'après-midi change la lumière. Quand elle a reparlé, sa voix était composée, elle redevenait la Mathilde que je connaissais. La contrôlée, la PDG. Mais ses yeux étaient différents. Je t'ai sous-estimé, a-t-elle dit. J'ai tenu son regard. Oui, ai-je dit. Tu l'as fait. Elle a hoché la tête une fois, a pris son sac, et sorti de la cuisine. J'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Je suis resté à la fenêtre un moment, regardant la même rue qu'elle venait de regarder. Ça n'a pas ressemblé à une victoire. Pas exactement. Ça ressemblait à quelque chose qui finissait et qui aurait dû finir différemment dès le début. J'ai versé un verre d'eau, je l'ai bu, debout à l'évier. Puis j'ai appelé Bulle. Elle sait, ai-je dit. Comment a-t-elle réagi? J'ai réfléchi une seconde. Comme elle-même, ai-je dit. Jusqu'à la fin. La procédure de dissolution formelle a commencé la semaine suivante. Bulle et Gary Ostroff étaient assis l'un en face de l'autre dans une salle de conférence du 34e étage d'un immeuble de la Défense, à 3 pâtés de maison de mon bureau, ce que j'ai trouvé discrètement satisfaisant. Le contrat que Mathilde avait rédigé protégeait tout ce qu'elle avait déclaré publiquement. Son immobilier, ses comptes personnels, ses parts dans vos scores déclarés. Il ne disait rien, pas un mot, sur Harland Ridge, rien sur les fournisseurs, rien sur le fonds Callaway. Parce qu'elle avait écrit ce contrat dans un monde où Raphaël Huissier était un consultant confortable et discret avec des actifs minimaux, elle s'était protégée contre l'homme qu'elle pensait avoir épousé. Elle n'avait aucune protection contre l'homme qu'elle avait réellement épousé. Bulle m'a dit plus tard qu'Ostroff était assis en face de cette table comme un homme essayant de résoudre un puzzle dont quelqu'un avait discrètement échangé la moitié des pièces. Votre contrat est hermétique, a dit Bulle agréablement. Chaque actif que votre cliente a listé est totalement protégé. Et ces actifs, a demandé Ostroff. Non listés, a dit Bulle. Donc pas soumis à l'accord. Elle va contester. Sur quelle base, a dit Bulle. Elle l'a rédigé. Ostroff n'avait pas de réponse. Mathilde non plus. Les papiers ont été signés un mardi matin de fin mai 2024. J'ai quitté notre maison du 16e cette semaine-là. J'ai engagé 2 gars, j'ai pris ce qui était à moi, j'ai laissé tout ce qui était à elle exactement là où elle l'avait mis. Propre, efficace. Elle aurait apprécié l'efficacité si ça ne lui arrivait pas à elle. J'ai pris un appartement dans le quartier du Marais, au 15e étage. Vu sur la ville, tout ce Paris étincelant qui s'étalait comme s'il se pavanait. Je suis resté à cette fenêtre la première nuit avec un verre de rouge et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis près de 2 ans. Toujours calme, pas vraiment heureux. Pas triomphant, juste calme, comme une pièce après qu'un long bruit s'arrête enfin et que vous réalisez à quel point il avait été fort tout ce temps. Ce genre de calme. Cet été-là, le conseil d'administration de Voscor a appelé à une session d'urgence. La part de 12% de Harland Ridge, rendue publique, avait fait des vagues parmi les investisseurs. L'investisseur institutionnel qui avait été patient pendant 2 ans a soudainement demandé une réunion formelle. J'ai enfin compris pourquoi les investisseurs envoient des fleurs de mariage. Ils ne célébraient pas un mariage. Ils protégeaient un investissement. Des questions auxquelles Mathilde ne pouvait pas répondre clairement.
Un conseil d'administration qui perdait patience. Brett Callaway a démissionné de Voscor quelques semaines plus tard. La raison officielle était « projet personnel ». La raison réelle était que son fonds d'investissement personnel, ancré à 4 couches de profondeur par Raphaël Huissier, était devenu une conversation qu'il ne pouvait pas finir proprement. Je n'ai jamais passé un seul coup de fil pour que ça arrive. Je n'en ai pas eu besoin. À la fin de l'été, le conseil d'administration de Voscor a contacté Bull. Pas de façon adverse, presque en s'excusant. Il cherchait de la stabilité. La part de Harland Ridge imposait le respect. Monsieur Huissier envisagerait-il un rôle formel? Bull me l'a transféré sans commentaire. Je l'ai lu 2 fois. J'ai pensé à un mercredi soir de février 2020. Une femme en robe noire apparaissant à mes côtés dans une soirée comme si elle avait toujours été là. Un sourire avec des conditions générales que je n'ai jamais acceptées. Tu ne travailles pas la salle, avait-elle dit. Je ne le faisais pas, mais je prêtais attention à chaque personne présente. J'ai appelé Bull. Dis-leur que j'accepte la présidence, ai-je dit. Pas le rôle de conseiller. La présidence, celle de quelqu'un qui a vraiment construit la chose. Tu sais qu'elle va voir cette annonce, a dit Bull. Je sais. Et j'ai regardé Paris depuis mon appartement du Marais. La ville illuminée en fin d'après-midi, rien, ai-je dit, c'est juste du business. Un dimanche matin de début septembre 2004, j'ai lu l'annonce de la présidence de Voscor dans la section économie en buvant mon café dans un petit café du Marais. Bon expresso. Personne ne savait qui j'étais. C'est toujours ma partie préférée. David a appelé à 10 heures. J'ai vu l'annonce, a-t-il dit. Bonjour, David. Raphaël. Une pause. Je t'avais dit. Tu m'avais dit qu'elle était intentionnelle. Je t'ai dit que l'intention était peut-être quelque chose que tu ne connaissais pas. Tu avais raison, ai-je dit. Donc, maintenant quoi? Maintenant, ai-je dit, maintenant je finis mon café. C'est tout, David. J'ai posé la tasse. J'ai construit ce que j'ai construit. J'ai protégé ce que j'ai protégé. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. Et tu vas bien? J'ai réfléchi à ça. Vraiment réfléchi. La nuit de décembre avec le whisky que je n'ai pas bu. Le plafond que j'ai fixé. Les pâtes que j'ai faites pour 2 un dimanche de novembre 2022, alors qu'un document de 12 pages était à 1 mètre de moi. J'ai pensé à ce que je voulais et à ce que j'avais obtenu à la place, et à la façon dont, parfois, ces 2 choses, même quand elles sont complètement différentes, arrivent à s'additionner à quelque chose avec lequel vous pouvez vivre. Oui, ai-je dit, je vais bien. Et le truc, c'est que je le pensais.